Voilà, alors qu'est-ce que je veux vous montrer? Je veux vous montrer tout simplement ceci. Donc quand vous refermez votre capot, vous avez ici sur le devant de votre baie, vous avez toujours un écoulement d'eau. Donc généralement avec des petites grilles. Bon, je vous dis, toutes les voitures ne sont pas équipées toujours pareil. Parfois les écoulements, on ne les voit pas. Mais bon, bien souvent, on voit. Ici au bout, arrivé près de l'aile, vous avez toujours un petit trou, voire ici à l'occurrence c'est une petite grille, qui permet à l'eau, donc qui descend de votre pare-brise, de venir ici dans la petite rigole et de venir s'écouler donc en dessous de votre aile avant de véhicule. Eh bien souvent ce petit trou ou ces petites réglettes sont obstruées par des feuilles, par de la boue, et alors ce qui fait que l'écoulement de l'eau ne se fait plus, et parfois ce que vous avez c'est que l'eau remonte. Bon, ici ça ne serait pas bien sûr, enfin quoique si ça passe à certains endroits, oui, remonte au-dessus de certains joints, et alors parfois on se dit tiens, j'ai de l'eau dans l'habitacle. Donc en fait ça repasse à l'intérieur, en dessous de la baie de pare-brise, et ça peut arriver dans l'habitacle. Ou sur des faisceaux électriques ou quoi que ce soit. Donc tout simplement, vérifiez de part et d'autre, donc il y en a deux, il y en a toujours un à gauche et un à droite. Vous le retrouvez généralement ici le long, et alors avec un simple linge ou une petite brosse à dents ou un pinceau ou quoi que ce soit, vous nettoyez simplement cette petite grille ou ce petit trou qui permet l'évacuation de l'eau de pluie. Après avoir effectué le nettoyage, ce que vous pouvez faire bien sûr, c'est verser un peu d'eau ici dedans et vous regardez si ça s'écoule bien à l'extérieur. Comme ça, vous avez nettoyé l'ensemble de l'évacuation. Voilà, allez, on continue. Alors, ici on se retrouve sur la partie avant du véhicule, sur la roue avant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va mesurer un petit peu les pressions des pneus. Oui, ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y pensent non plus. Donc, les pressions des pneus, ça, généralement, vous l'avez soit dans la portière côté passager ou soit dans la portière côté chauffeur. Vous avez un petit autocollant, généralement, qui vous préconise les pressions de vos pneus. Si pas, vous le retrouvez généralement aussi dans le manuel de votre véhicule. Et dans le pire des cas, si vous ne l'avez pas, vous savez trouver tout ça sur Internet. Alors, à savoir que généralement, vous avez deux types de pression. Vous avez la pression en charge du véhicule, donc c'est-à-dire avec passager et bagages, et la pression à vide, donc quand généralement vous n'êtes seul. Parce que tout seul, la voiture ne roule pas. Donc évidemment, vous devez être dedans. C'était un petit peu logique. Alors, deux types de pression. Ici, on va s'intéresser donc à la pression à vide. Donc, en l'occurrence, la pression la plus basse, puisque c'est celle que l'on va utiliser quand je vais rouler seul. À savoir, et ça c'est très important, qu'une pression se mesure à froid. Donc c'est-à-dire que le véhicule ne peut pas, enfin la roue ne peut pas être mesurée en pression lorsque votre véhicule a déjà fait de la route. Bon, s'il a fait 2 km, je vais dire pour se rendre jusqu'à la pompe du coin de la rue, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous venez de faire ne fût-ce que déjà plus de 20 km, 50 voire 80, 100 km, et que vous vous dites tiens, je vais visualiser la pression de mes pneus et la mettre comme il faut, là vous aurez tout faux, parce que en fait l'air qui va se situer dans votre pneu, ce sera de l'air chaud, et comme tout air chaud, il est dilaté. Donc vous allez avoir un surplus de pression, pas par rapport à votre maximum demandé, mais par rapport à la mesure que vous voudriez lui mettre. Donc je m'explique. Une mesure à froid, donc à l'occurrence comme ici, comme celle-ci que l'on va faire. On peut par exemple mesurer 2 bar 2, donc 2 kg 2. Et si je vais rouler maintenant 25, 30, 40 km, je reviens, je vais prendre le même testeur, je vais mesurer la même roue, je peux avoir 2,5 kg, voire 2,6 kg. Donc à l'occurrence, je vais me dire, tiens, ma pression est bonne, alors que normalement, quand je démarre, ma pression sera trop basse. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va mesurer donc la pression à froid. Donc pour ça, on utilise un petit testeur. Un petit testeur que je vous montrerai, je vous mettrai le lien dans le descriptif en dessous de la vidéo comme d'habitude. Et alors un petit truc et astuce aussi, pour les personnes qui ne disposent pas de garage et qui doivent utiliser ou doivent travailler sur des véhicules à l'extérieur, dans des graviers, souvent comme ici, moi j'utilise, c'est une plaque, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, si c'est du triplex ou quoi que ce soit, multiplex. C'est ce que l'on trouve généralement sur l'arrière des meubles de cuisine. Donc c'est une plaque qui est en 2 mm. Et alors l'avantage de cette plaque, c'est qu'elle est agrippante d'un côté et très lisse de l'autre. Donc généralement, parfois même c'est blanc. Vous mettez la partie lisse en dessous, sur les graviers,
et la partie agrippante, ce qui vous permet de vous coucher dessus si vous devez aller en dessous du véhicule. Et quand vous bougez, cette plaque, du fait que cette partie-ci agrippe, elle va rester collée à votre dos et la partie lisse, elle va permettre de glisser très facilement sur les graviers. Donc ça, c'est un petit truc que je vous donne parce que je sais que c'est pas toujours évident de travailler sur des graviers et généralement on met des mousses ou des couvertures ou des choses de genre. Mais bon, quand on veut avancer un petit peu plus loin de la voiture, il y a tout qui forme une boulette en dessous de soi et c'est pas évident. Tandis qu'avec ce principe-là, le panneau, il vous suit partout en fait. Il reste collé à votre dos. Sans souci. Voilà, c'est une petite parenthèse, petite astuce. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on n'est pas obligé de démonter l'enjoliveur, mais moi je le fais parce que je vais vous montrer un petit peu autre chose par la suite. Donc, vous enlevez votre pipette, vous allumez votre testeur, voilà, et je mesure à froid. Et ici, on remarque tout de suite que j'ai un manque de pression puisque j'ai un bar 8. Voilà, donc on va s'empresser de remettre ça aux bonnes normes. On va prendre le compresseur. Si vous n'avez pas, vous prenez une pompe à main ou quoi que ce soit, ou alors vous faites votre calcul et vous allez jusqu'à la pompe et vous savez combien vous devez mettre. Même à la rigueur, vous mettez un peu plus, vous revenez chez vous, vous attendez que tout refroidisse, puis vous reprenez votre pression à froid. Ça, vous pouvez faire aussi. Voilà, donc ici, on va compléter et on va remettre la pression idéale. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a pris notre gonfleur. Donc ici, on va mettre, normalement il préconise, du fait que c'est un utilitaire, 2 bar 6 à l'avant et 3 bar 4 à l'arrière. Bon, j'avais déjà fait ce gonflage, mais bon, comme moi je ne charge rarement, je vais dire, le véhicule à son maximum, ça fait pas mal de bond. Donc moi ce que je fais, je descends, donc je mets généralement 2,2 à l'avant et 2,8 à l'arrière. Et là je m'en trouve bien. Maintenant, attention, je viens toujours de parler de pression à vide. Donc, ce qui veut dire que le jour où je sais que je dois fortement charger le véhicule, là, à ce moment-là, on va mettre les pressions adéquates. Voilà, allez, on est parti. Donc, nos pressions sont faites à nos 4 pneus. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va vérifier l'état de nos plaquettes de frein. Donc, pour ça, il faut démonter la roue, tout simplement. Donc, soit vous utilisez une clé à rallonge comme ceci avec une douille de 19 si ma mémoire est bonne, oui 19, ou alors si vous avez une clé à choc, ça c'est comme vous voulez. Donc avec la longue clé, ça se présente comme ça, voilà. Donc toujours desserrer les roues quand votre véhicule est encore au sol. Pourquoi? Parce que si vous le levez d'abord et puis que vous essayez de défaire les roues, généralement elle va tourner, ou alors vous devez mettre quelqu'un dans le véhicule pour appuyer sur la pédale de frein. Donc ici, on va desserrer nos écrous. Mais attention, quand je dis desserrer, ne veut pas dire enlever. Donc on desserre simplement les écrous. Voilà. Alors, maintenant, on va positionner le cric. Alors, pour vous positionner le cric, toujours positionner le cric sur un endroit où il y a une partie du châssis la plus solide. Donc, beaucoup de personnes utilisent généralement la partie ici, le bord, où c'est prévu pour mettre un cric ciseau. Moi, je suis pas très chaud. Pourquoi? Parce que quand on a un véhicule d'un certain âge, les parties du bas de caisse, ici, généralement, rouillent et s'affaissent un peu. Donc il suffit tout simplement que cette partie-ci, en dessous de la peinture, elle soit un petit peu bouffée par la rouille, on va dire comme ça. Vous allez mettre votre cric, et à un moment donné, votre cric va passer à travers de votre bas de caisse. Et là, vous êtes bon pour remplacer tout le bas de caisse, voire à la rigueur, peut-être annuler le véhicule complètement. Donc moi, je préfère toujours mettre ça sur une structure portante, en dessous du véhicule, donc c'est-à-dire une grosse partie du châssis reprise avec la partie portante du moteur. Donc ici, je positionne et après, je vous montre exactement de quoi il s'agit. Voilà, donc ici le cric est posé, la chandelle est posée. Je vous montre un petit peu de quoi il s'agit et où est-ce que je l'ai mis. Voilà, alors j'espère que on va voir comme il faut. Donc, on va mettre le focus, voilà. Donc vous pouvez voir que moi je suis mis sur la partie du châssis qui vient relier le support moteur.
Donc là, on est sûr et certain qu'on est sur une partie très très solide. Parce que vous voyez, ce que je vous disais, c'est que la partie ici, voilà, alors la partie ici, je disais, voilà. Donc on est dans la carrosserie et cette partie-là, désolé, mais moi je suis pas chaud de venir mettre un cric à chaque fois sur ces parties-là, malgré que celle-ci elle est en parfait état. Mais bon, vous pouvez même voir que l'ancien propriétaire a déjà essayé un petit peu à un certain endroit et ça s'est plié légèrement. Donc voilà pourquoi moi je préfère toujours mettre mes crics sur des structures portantes comme ceci. Voilà. Allez, on continue. Voilà, donc quand vous avez bien sécurisé votre véhicule, avec votre cric et vos chandelles, vous pouvez enlever votre roue. Voilà, et il y en a même qui vous diront que lorsqu'ils travaillent, ils préfèrent remettre encore la roue en dessous, comme ça au moins c'est sûr et certain que si le véhicule tombe, il reste sur la roue. Voilà, alors ici on a accès donc à nos disques et à nos plaquettes. Alors, qu'est-ce qu'on va vérifier? Eh bien on va vérifier tout simplement le niveau des plaquettes. Donc pour ça, on tourne la roue par ici. Voilà, et alors je vais vous amener plus près. Voilà, donc comme ça vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bien ici on voit donc notre disque, notre étrier, le piston qui se situe là, et ici notre plaquette. Alors ça c'est la partie métallique de la plaquette, et bien sûr ce qui vient contre le disque c'est notre partie plaquette. Alors pour voir si elle est toujours bonne, là évidemment il n'y a pas photo puisqu'on voit l'écart qu'il y a. Il existe un tout petit appareil test comme ceci, en fait ce sont des jauges en plastique. Donc si vous êtes comme ceci, là évidemment vous ne le voyez pas vous-même, c'est rouge, c'est pas bon. Jaune, c'est faire attention qu'il va bientôt falloir les remplacer. Et tant qu'on est dans le vert, c'est que c'est excellent. Donc ici, on peut mesurer, là on est au-dessus. Là, voilà, on est bon. Et là on est au-dessus. Donc voilà, on est sur la deuxième petite jauge, donc on est largement suffisant. Évidemment, de l'autre côté aussi. Alors, vous pouvez faire ça bien sûr. Si vous avez 4 freins à disque, vous le faites aux 4 freins à disque. En l'occurrence, moi ici, ce n'est que 2 disques à l'avant et ce sont des mâchoires, des tambours donc à l'arrière. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Les tambours, de toute façon, ça s'use beaucoup moins vite que les plaquettes, surtout en plus que c'est à l'arrière. Et un tambour, une garniture plutôt, voilà, une garniture qui est usée, elle va automatiquement vous faire un bruit énorme dans la répercussion de votre véhicule. Vous me direz les plaquettes aussi, si vous n'avez pas de témoin d'usure ou quoi que ce soit, il y a toujours généralement un petit témoin d'usure mais mécanique. Et ce petit témoin d'usure mécanique, lorsque la plaquette, donc en l'occurrence cette partie-ci va être usée, cette partie-ci va se rapprocher, eh bien il y a un petit témoin à l'intérieur qui va venir toucher votre disque, et lorsque votre disque va tourner, ça va faire du bruit qui va se répercuter un petit peu partout, et vous allez entendre ce bruit là à l'intérieur de votre véhicule. Donc si vous entendez un bruit comme ça qui vient un petit peu quand vous roulez, ne vous inquiétez pas, ça vient de vos plaquettes, enfin vous inquiétez pas, inquiétez-vous oui quand même, il faut remplacer vos plaquettes quoi. Voilà. Et à l'arrière, c'est la même chose, mais bon, vous montrer l'usure d'une garniture de tambour, c'est beaucoup plus compliqué parce que là il faut démonter le tambour. Donc là, on va se baser sur le bruit. Mais sinon, ça vous pouvez faire avant de partir en vacances ou une fois l'an pour voir un petit peu l'état de vos plaquettes si vous n'avez pas de témoin lumineux à votre tableau de bord qui vous l'indique. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remonter la jante. Donc on fait la partie inverse. Allez, c'est parti. On remet l'ensemble. Donc petite astuce, positionnez votre disque avec un trou vers le haut. Vous prenez un goujon, vous positionnez votre roue avec un trou vers le haut et vous mettez d'abord le goujon de la partie supérieure qui empêchera votre roue de retomber. Voilà. Alors, on met les 4 autres. On vient serrer, pas à fond, mais se mettre contre simplement. Voilà. Et puis là, on va descendre le véhicule et puis on va serrer ça au couple. Alors, pour serrer votre roue comme il faut,
il faut avoir une clé dynamométrique. Alors, clé dynamométrique, c'est bien, mais alors après vous allez me dire, oui, mais comment savoir Eh bien, dans le manuel technique de votre véhicule, ou même sur internet, vous trouvez toujours les couples de serrage de la plupart des vis de votre véhicule. Si pas, il existe des tableaux récapitulatifs selon le type de vis, donc en fait la qualité d'acier, le diamètre de la vis et le pas de la vis. Donc ça sera dans une future vidéo, j'essaierai de vous montrer un petit peu les différents tableaux de serrage, de couple moyen. Voilà. Alors ici, en l'occurrence, on est sur 110 Nm. Donc on règle la clé sur 110 Nm. On prend sa douille. Voilà. Et on vient serrer l'ensemble au couple. Alors, une astuce pour ne pas vous fatiguer, parce que j'ai déjà vu beaucoup de personnes, vous allez mettre votre clé comme ceci, et comme votre serrage se fait dans ce sens-là, ben, les personnes s'évertuent à tirer comme un malade pour arriver au couple. Alors que si vous la mettez dans l'autre sens, ben, vous n'avez que votre poids à venir à poser sur la clé pour venir arriver au bon couple. Donc vous avez 10 fois moins de mal que de tirer comme un malade, je vais dire dessus, pour arriver au bon serrage. Donc ici, on le fait. Voilà, on a entendu le clac. On essaie de serrer en croix. Évidemment, ici, comme il y en a 4, ben on va juste celui en face. Voilà. 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 Alors, généralement, on ne repasse jamais sur un couple de serrage déjà effectué. Maintenant, pour vous en être sûr et certain, ce que vous pouvez faire, vous le mettez dessus, mais vous ne forcez pas. Vraiment. Voilà. On a senti que la clé faisait le clic, c'est bon. Voilà. Mais on ne bouge pas, on ne resserre pas du tout, quoi. Voilà. Donc notre serrage est bon, on peut remettre notre centre et notre enjoliveur. Et c'est terminé. Alors, petite chose que j'allais oublier, quand vous avez serré au couple avec votre clé dynamométrique, toujours, mais ça je dis bien toujours, toutes les clés dynamométriques après utilisation doivent être mises à 0. Donc c'est-à-dire que, je m'explique, remettre à 0 une clé dynamométrique, ça veut dire enlever complètement le serrage, mais ça ne veut pas dire complètement la desserrer comme ceci. Vous voyez, là je suis plus dans rien du tout. Là c'est pas bon non plus. En fait, il faut venir directement à la première graduation, voilà, et la mettre sur 0. Donc ce qui veut dire que là, en fait, à l'intérieur vous avez un ressort, et vous venez tout simplement vous mettre contre le ressort, sans donner de pression et sans non plus reculer, parce que si jamais vous reculez et que votre clé dynamométrique est stockée dans des endroits où il y a beaucoup de changements de température, c'est-à-dire dans des garages où la température peut monter à 50 degrés, je parle d'un garage seul bien sûr, pas d'un garage en dessous d'une maison, hein. Donc 50 degrés en dessous de tôle ondulé ou quoi que ce soit, votre ressort, lui, il peut se dilater et se dérégler. S'il se dérègle, ben, tous vos réglages de votre clé ne sont plus bons. Donc, simplement la remettre au niveau minimum, vous la mettez contre, et puis vous pouvez recaler votre système, et là vous pouvez remettre votre clé tranquille dans sa petite boîte, il n'y a pas de problème, elle sera toujours bonne. À savoir qu'il y a certaines clés qui se retardent, comme on dit, donc tarer une clé, ça veut dire la remettre à niveau, une fois tous les X, mais bon, ça je veux dire, c'est vraiment pour les gros utilisateurs. Nous, en tant que particuliers, je vais dire, bon, sur certaines clés, ben, ça coûtera peut-être plus cher de la refaire retarer que d'en acheter une nouvelle, quoi. Donc voilà. Allez, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on n'oublie pas également de faire un petit check-up rapide? Eh bien, on vérifie un petit peu donc ces clignoteurs, hein. Donc là, ben, vous mettez, vous essayez d'être deux, soit avec madame ou un ami, un gauche, un droite. Vérifiez devant, derrière, puis vous mettez les warnings. Et puis vous essayez les feux de position, vos feux de route, vos feux de croisement, vos anti-brouillards avant et la même chose à l'arrière. Vous faites un petit peu ça rapidement. Sans oublier bien sûr les clignoteurs latéraux aussi, puisque ça c'est une obligation aussi sur la route comme le contrôle technique. Et vous faites la même chose donc pour l'arrière. Voilà mes amis, donc comme ceci, ben, donc vous vérifiez un petit peu l'arrière aussi, hein. Donc les feux stop, les feux de position mais de l'arrière, hein, donc les clignoteurs et votre anti-brouillard ainsi que votre marche arrière. Sans oublier bien sûr les deux éclaire-plaques qui se situent ici.
Voilà, et qui sont dans l'obligation de fonctionner, sinon vous êtes refoulé pour le contrôle technique. Alors on va voir pour le feu stop, voilà, et vous devez également vérifier le troisième feu stop si vous en avez un, qui lui doit obligatoirement fonctionner, parce que sinon, s'il ne fonctionne pas, vous êtes refoulé également. Si c'est un ancien véhicule et qu'il n'est pas équipé, il n'y a pas de problème, mais si vous en avez un, il doit fonctionner. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour. C'est pas mal. Donc si vous vérifiez un petit peu tout ça, ne fût-ce qu'une fois par an, ben déjà pour le contrôle, c'est pas mal. Avant de partir en vacances, c'est pas mal également. Et avant l'hiver également, pour vos liquides et tout ça, et vos plaquettes, vous serez déjà paré un petit peu pour toutes les éventualités de problématiques ou de plus grosses pannes. Voilà, on se retrouve pour la conclusion. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Donc pour les différentes petites vérifications à faire avant de partir en vacances ou éventuellement d'aller au contrôle technique ou à un hivernage comme je vous ai expliqué auparavant. Donc voilà, éventuellement aussi vous pouvez faire un petit contrôle visuel, le tour du véhicule, voir s'il n'y avait rien d'enfoncé, rien qui dépasse ou quoi que ce soit, parce que quelque chose qui va dépasser d'une aile après un accident ou quoi que ce soit, ben, ça va être refusé au contrôle technique. Vérifier un petit peu donc les rétroviseurs également aussi, voir s'ils ne sont pas fissurés. Votre pare-brise également, regardez si lorsque vous êtes assis à la place du chauffeur, si vous n'avez pas d'éclat dans l'axe de vision. Si vous avez un léger éclat côté passager, ça passe encore. Bon, évidemment, pas un éclat pareil, parce que ça passera pas. Mais si vous avez un léger éclat sur le côté, ça passe. Sauf si c'est dans le champ de vision. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes assis à la place du chauffeur, vous ne pouvez pas avoir d'éclat dans votre champ de vision. Ça passe pas. Alors, même chose pour les carreaux fumés. Ben là, vous pouvez en avoir, à l'occurrence, en l'arrière des véhicules. Ici, c'est un utilitaire, donc ça pose pas de problème. L'avant et le pare-brise avant, c'est interdit. Donc ça, vérifiez toujours bien aussi quand vous achetez un véhicule que ce ne soit pas complètement opaque, parce que ça vous allez être refusé également. Et alors, visuel aussi, c'est tout ce qui est fuite d'huile, éventuellement en dessous du moteur, ou alors même quand vous avez démonté la roue, vous regardez un petit peu le long des bras de suspension, donc des amortisseurs, voir si vous n'avez pas d'huile qui coule. Donc ça, ce sont des points que vous pouvez vérifier lorsque vous enlevez la roue. Même chose à l'arrière, parce que de toute façon, on retrouve des suspensions à l'avant comme à l'arrière. Donc voilà, un petit peu en gros ce que vous pouvez vérifier, ça va prendre, allez, je vais dire, ça va vous prendre 1 heure, je vais dire, à vérifier ça. Vous faites ça 1 fois ou 2 fois par an, et là au moins vous êtes sûr et certain d'avoir un véhicule toujours en bon état. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Alors sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine sur Bricoleur et Cagnac. We dance.